Bonjour à tous et bienvenue dans Prime Politique, votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale. Comme vous le savez, la cérémonie d'investiture du président de la République élu obéit à un mécanisme juridique et institutionnel rigoureusement encadré. Au cœur des débats actuels figure la question de la présence effective du bureau du Sénat. Cette institution introduite dans l'architecture institutionnelle du Bénin à la faveur de la révision constitutionnelle de décembre 2025 n'est pas toujours installée, alors que même le président élu Romuald Wadani doit prêter serment le 24 mai prochain. Alors faudra-t-il attendre l'installation du Sénat pour le serment présidentiel? À mesure que l'échéance approche, les interrogations se multiplient. L'installation préalable du Sénat constitue-t-elle une condition indispensable à la prestation de serment de Romuald Wadani? Entre lecture stricte de l'article 53 de la Constitution révisée et interprétation plus souple du texte, les analyses divergent au sein de l'opinion publique. Par ailleurs, l'attrait politique semble désormais prendre corps au Bénin. Quelles pourraient être ses implications sur le climat sociopolitique et sur les communautés? Pour en débattre, mesdames et messieurs, nous recevons dans nos locaux aujourd'hui Georges Anagonou. Il est chef de la cellule de communication et de la coopération du Centre national de sécurité routière, socio-anthropologue et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue aux internautes de Prime TV. Ça fait plaisir de vous recevoir sur notre émission. Merci de nous honorer de votre présence. J'essaie toujours d'être présent lorsqu'on m'invite et lorsque je suis disponible. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, en votre qualité de socio-anthropologue, d'analyste politique, comment appréciez-vous déjà les différentes interprétations qui émergent depuis quelques jours autour de l'installation au nom du Sénat avant la prestation de serment de Romuald Wadani? Voyez-vous, je suis sociologue et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que la loi. La loi, c'est vrai, les juristes vont l'écrire, mais ils l'écrivent en l'absence des sociologues. Pourquoi? Parce que la loi veut régir la vie sociale, notre vie sociale. Et donc, qu'est-ce qui peut être possible dans notre société? Qu'est-ce qui peut être fait et ne va pas choquer les mœurs, ne va pas choquer la tradition, ne va pas choquer notre pays? Eh bien, en ce moment-là, les juristes aussi ont besoin des sociologues. Comme on le dit, la loi tire ses sources dans l'ambiance, dans les réalités sociologiques de notre pays. Et donc, par conséquent, on peut se dire... ce qu'on a retenu comme loi ou des textes de loi qui existent dans notre pays tiennent compte de ce que nous sommes entre nous. Et donc, moi, je ne voudrais pas aborder alors ce sujet en tant que juriste. Non, je ne suis pas juriste. Je suis sociologue. Et vous avez quand même voulu me poser la question. Vous savez, pour l'homme de la rue, ça ne lui dit rien en fait. Pour l'homme de la rue, le béninois de tous les jours, ce que lui il attend seulement, c'est qu'il attend qu'un nouveau président prenne et prête serment. C'est ça ce que le monsieur tout le monde attend. Mais dans ceux pour qui ça fait problème, c'est les connaissants. C'est les connaisseurs. C'est ceux qui connaissent les tests. Et moi, j'en ai entendu un. Et j'avais des problèmes, je me posais des questions par rapport à... J'avoue que je ne m'étais pas... En réalité, cela m'avait posé problème avant. De dire, qu'est-ce que le test a dit? Est-ce que le président pourra prendre et prêter serment ou pas? Et après, comme vous l'avez dit, la question a commencé par revenir. Les gens sont même saisis la Cour constitutionnelle et tout. La Cour a déjà dit que la requête est irrecevable. Il faut aller comprendre ce qu'il faut comprendre. Mais j'ai entendu le professeur Holo Théodore. Et si vous suivez, en ces temps-ci, en moins d'un mois, le professeur Holo a fait 2 sorties. J'ai suivi la première, j'ai regardé, je pense que c'était peut-être lors d'une conférence, et les gens lui posaient des questions, Jean-Baptiste Elias, certains lui posaient des questions, et ça fait le tour de la toile. Ça, il faut se rappeler, il faut pas, c'est un moment. Et on avait passé le professeur Holo dans cette partie-là comme quelqu'un qui, en quelque sorte, critiquait le gouvernement, critiquait le régime, comme quelqu'un qui avait beaucoup de choses à reprocher au régime. Encore que le professeur Holo, il s'est jamais tué. Il ne s'est jamais tué lorsque des questions, surtout d'ordre juridique, d'ordre constitutionnel se posent, on lui posait des questions et il nous éclairait. Et donc, la dernière fois, il est sorti et il a éclairé, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit, l'article 53 dit, le nouveau président élu prête serment devant la Cour constitutionnelle, en présence d'eux. Et il dit,
lorsque vous prenez ça, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est premier dans ce dispositif-là? On prête serment devant qui? Je vais aller demander la main de la femme devant le chef de famille. D'accord? Donc c'est devant le chef de famille. Mais il peut y avoir d'autres membres, les Taïnos, tout ce groupe-là, qui sont peut-être aussi, seront présents. Mais est-ce qu'on va dire que ce n'est pas valide parce que ces gens-là ne sont pas là? Je pense qu'on ne dira pas ça. Puisqu'une fois, ce qu'il y a, c'est que le chef de famille est là et il a reçu la dot. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est aussi ça qu'il faut voir. Comme ça, il faut voir les choses. Et c'est pourquoi moi, l'explication du professeur Rolo m'a convaincu. Il dit, on prête serment devant la Cour constitutionnelle en présence de... Donc, peut participer. C'est en quelque sorte ça. Le Sénat peut pas, les membres du Sénat peuvent participer. Mais s'ils sont pas là, c'est pas indispensable finalement. Donc, on peut prêter serment devant la Cour. Selon justement la réaction du professeur Olo, il a attiré l'attention voilà, sur la portée des thèmes employés voilà, dans cette disposition constitutionnelle. Et selon lui, le texte distingue clairement l'autorité qui reçoit le serment de celle qui y assiste. Absolument. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que Alors vous êtes d'accord avec lui? Oui, je vous ai dit qu'à partir du moment où il a parlé, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Même si je ne suis pas entièrement d'accord sur tout ce qu'il a dit le jour-là. Parce que l'homme, vous savez, l'homme veut être droit, il est unique. Mais c'est pas forcément changeant, mais il peut varier. C'est la nature humaine. D'accord? Et le poisson est humain. Donc il peut parfois aussi varier. Mais cette explication, moi, m'a convaincu. Que les thèmes sont clairs. On reçoit. Qui est-ce qui reçoit et la prestation de serment? C'est la Cour constitutionnelle. La Cour est là. En présence de... Donc aussi peut participer. Si vous pouvez participer que vous n'êtes pas là. C'est pas pour ça que l'événement n'a pas lieu. À mon avis, on devrait finir avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est le grand saut que nous avons fait le 12 avril en organisant les élections comme un pays civilisé, sans bagarre, sans affrontement, sans rien, en sortant les résultats. Et nous savons clairement aujourd'hui qui est élu. La Cour l'a programmé, toutes les institutions l'ont dit. Et donc, Romi Awara est élu président de la République et il doit prendre la charge le 24 mai, tout ce qu'il faut pour que ça soit fait. Le professeur Oloa, elle est loin. Bon, parfois, je l'ai trouvé peut-être qu'il est dans le secret des dieux. Bon, voilà, on aurait compris qu'il a dit que le règlement intérieur du Sénat est en train d'être rédigé. Et donc, bon, voilà, je me limite à ça. En tant que juriste, son programme, sa déclaration de juriste, et j'ajoute un peu une analyse sociologique pour dire, bon, mais si tous les temps ils ne sont pas là, si 2 ou 3 sont là, eh bien la cérémonie a eu lieu, la dot a été reçue. Alors, l'article 53 de la loi constitutionnelle modifiée en décembre 2025 dispose que, je cite, le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la dite Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Alors, dites-nous dès lors, l'absence éventuelle du bureau du Sénat pourrait-elle, selon vous, avoir une incidence sur la validité juridique du serment du président élu? Justement, ça n'a pas fait de la présence du bureau du Sénat une conditionnalité pour la validité de la prestation de serment. C'est ça le problème. Parce que, vous voulez, on peut même dire, on va dans l'autre sens pour parler de la majorité. Vous avez vu les institutions qui doivent être présentes? Elles sont toutes là sauf une. Est-ce à cause de ça, le truc ne sera pas valide? C'est vrai qu'il y a des règles de droit qui sont comme ça. Mais ici, comme l'a dit le professeur Holo, il y a des thèmes qui sont vraiment utilisés. Et ces thèmes, il faut leur donner le sens. Vous savez, quand les gens parfois, je devrais l'avouer, même les députés, quand ils font la loi, ils n'ont pas forcément la primeur de ceux qui sont en train de voter. Mais après, quand il s'agit de l'application de la loi, eh bien, on voit la valeur des mots utilisés. On voit la valeur des termes utilisés. Et ça, peut-être, ça peut donner de leçons à ceux qui veulent prochainement faire une loi, de savoir que, ces thèmes-là, on l'a utilisé, ça avec tel conséquent, par conséquent, on l'utilise plus, il faut utiliser un autre. La société, elle avance. Elle ne s'arrête pas. Et elle s'avance avec les améliorations, avec les mutations possibles sociales qu'il peut y avoir. Nous pouvons considérer ça comme
Bon, voilà, tout un groupe a été invité pour le festin. Il y en a un nombre de groupes invités pour le festin. Celui qui doit donner le festin est là. D'accord? Et il y a les autres qui sont investis pour le festin. S'il y en a un invité qui n'est pas arrivé, à mon avis, ça n'annule pas le festin. D'accord. Alors, l'installation du Sénat constitue-t-elle une exigence incontournable avant la prestation de serment de Non, c'est ce que je dis. Wadaï? La loi C'est l'aurait pas dit. forcé. La loi l'aurait dit. D'accord. La loi dit en présence d'eux. En présence d'eux. Mais il dit c'est elle qui reçoit. Donc, La on peut s'en prestation. penser. Oui, on peut dire que si c'était le bureau du Sénat seul, on peut encore faire le débat. Mais on dit le bureau des autres institutions. Le bureau des autres institutions. Et donc, si toutes les autres institutions sont là et qui ne marquent que le Sénat, je pense que ça n'empêche pas notre pays de tourner et on peut aller de l'avant, à mon avis. Toute méandre possible dans la loi est analysée et saisie tout de suite. D'accord? Pour ceux qui sont méticuleux dans l'application des lois. Donc, ceux-là, ils peuvent effectivement soulever ce côté-là pour dire, mais les autres seront là, mais le Sénat ne sera pas là. Est-ce que c'est pas valide? Et donc, et après, quand on suit l'explication du professeur Holo, qui est quand même un de leurs maîtres, un de leurs, bon voilà, les sommités, on voit cela, on leur dit chapeau, s'il a dit ça, et que, en réalité, vous savez, il avait donné cet exemple-là aussi. Qu'est-ce qui peut rendre une prestation invalide? Il a dit. Il a donné l'exemple du président Kérékou. Le président Kérékou, quand il allait prêter serment, il a oublié de prononcer le thème, la manne de nos ancêtres. Ça, c'est le test intégral de la prestation de serment. Il ne peut pas sauter une phrase dedans. S'il saute une phrase dedans, la prestation est annulée. Et c'est ce qui s'est passé. Le président Kérékou a été obligé de reprendre. D'accord? Et donc, il a donné des exemples comme ça, par rapport à la date de prestation de serment. Le président Soglo devait prester serment, mais il est tombé malade, cas de force majeure, comme ils le disent en droit. Et donc, il n'était pas là, il est venu, je pense que ça a été fait avec quelques jours de décalage. Ça n'a pas empêché notre pays d'avancer. C'est ce qui est important. Donc, du coup, aujourd'hui, je ne trouve pas tort à ceux qui relèvent ce côté-là. Ils sont des méticuleux du droit. Ils sont des méticuleux du droit. Au même moment, quand une explication supra arrive, qui est l'explication du professeur Kolo, on peut dire que bon voilà, et on peut toujours avancer sans chercher à se mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est aussi bien quand on a un pays d'intellectuels, gens qui surveillent et qui sont méticulés, ça veut dire que tout le monde est en éveil. Alors, au regard des nombreuses interrogations suscitées par cette nouvelle institution, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun pour le législateur ou les institutions compétentes, voilà, d'engager une vaste campagne d'explication et de vulgarisation des nouvelles dispositions constitutionnelles? Peut-être. Je pense que j'avais un âge à ces choses-là lorsque la Constitution de 90 a été votée. Je pense que j'étais en terminale, quelque chose comme ça, quand ça a été voté. Mais le professeur Holo a rappelé que dans la Constitution originelle, dans le texte originel, c'était proposé une cour des sages, pour pouvoir prendre la hauteur et analyser les choses et essayer de calmer, parce que nous savions quelles seraient les velléités d'un pays comme le nôtre. Le Bénin est un pays de tests. Le Bénin est un pays d'intellectuels fruités, comme le Sénégal. Et donc, quand vous voulez faire quelque chose, il faut prendre toutes les précautions possibles. Les gens avaient trouvé dans le temps que ce n'est pas la peine de mettre la cour des sages, ça allait coûter, donc il ne faut pas le faire. Et moi, je ne vais pas dire autre chose sur votre plateau ici. J'étais contre lorsqu'on a annoncé la création du Sénat. J'étais vraiment contre. Sur des plateaux, j'ai donné mon avis. Mais l'homme évolue. J'ai certainement évolué. Et trouvé aujourd'hui que ce qui importe, c'est de trouver le mécanisme pour que une institution ne piétine pas sur les prérogatives d'une autre. De trouver le mécanisme pour que le Sénat ne piétine pas sur les prérogatives de l'Assemblée nationale. Parce que l'organe la plus représentative possible, c'est l'Assemblée nationale. Ils ont été élus directement. D'accord? Donc, c'est un organe assez représentatif. Et donc, comment faire en sorte que la naissance du Sénat ne vienne pas empiéter sur les prérogatives des autres? C'est plutôt ça.
Et je pense certainement que le texte a été clair, le professeur Olo essayait de l'expliquer, peut-être qu'il va encore expliquer plus. Vous avez parlé d'une certaine vulgarisation de cette partie de la loi. Peut-être que c'est nécessaire. Moi, bon, une cour des sages, on peut l'instituer officiellement comme on peut ne pas l'instituer officiellement, mais ça doit exister. Ça doit exister. Notre prière, notre souhait, mon souhait, que ceux qui seront dans ce cours des sages soient vraiment des sages. Soient vraiment des sages. Vous savez, la sagesse, c'est pas seulement l'âge, c'est aussi la connaissance, c'est aussi la relativité dans les positions données. C'est de ne pas avoir une position tranchée et de savoir que socialement, on peut aussi expliquer les choses autrement. Ça, c'est de la sagesse, ça. Et donc, ceux qui seront là, ils sont sages. Allez voir. Ils seront des sages et donc ils ne voudront pas du mal pour notre pays. Ils ne voudront pas du mal de notre pays. Ils comprendront que un président de la République est élu à suffrage direct, comme chez nous, et que dans ce sens, il a des prérogatives sur lesquelles il ne faut pas piétiner. Et donc, qu'on soit Sénat ou pas, il faut savoir respecter l'institution que constituera le président de la République. C'est important, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui va rendre compte au peuple béninois, c'est pas les autres institutions. Et donc, il faut faire en sorte que le Sénat puisse trouver vraiment sa place, ne pas empiéter sur... Quelqu'un a dit, bon, des responsabilités de la Cour constitutionnelle, des responsabilités du Sénat, des responsabilités du président de la République. Moi, je pense que si ça va empêcher les autres de fonctionner, c'est le Sénat qui disparaîtra de lui-même. Donc je pense que, et ce qui est important, que c'est des sages qui veulent animer cette assemblée, la haute assemblée. C'est des sages qui veulent le Sénat. Donc c'est des sages qui veulent animer. Moi, je leur fais confiance. Je pense que, vous savez, à chaque fois qu'on a posé un pas dans notre pays, c'est pour progresser, c'est pour aller de l'avant. Et je souhaite vivement que la création du Sénat fasse en sorte que le Bénin étonne encore beaucoup plus demain qu'aujourd'hui. Alors, par ailleurs, comment analysez-vous les premiers signes de la terre politique observés actuellement au Bénin? Non, souvent, lorsqu'on finit de faire les élections, il y a toujours une pause, il y a toujours une trêve. Il y a le temps d'observation pour le nouveau président, pour voir quelles sont les premières décisions qu'il va prendre, quels sont les premiers pas qu'il va poser, quels sont quelle sera la forme du PAG par exemple, qu'est-ce que ça veut être. Tout ça n'est pas encore connu. Si ce n'est pas encore connu, vous allez commencer par critiquer quoi aujourd'hui? Donc, la trêve s'impose d'elle-même aujourd'hui après les élections présidentielles. Surtout qu'au fait, il y a un battement à peu près de 2 mois. Depuis le jour des élections et le jour de passation de charge, il y a à peu près 2 mois. C'est aussi inédit dans notre système, on n'a jamais vu ça, c'est pour la première fois. Et pour notre grand bonheur, on voit les 2 présidents aller ensemble, parfois aller visiter des chantiers. C'est comme un nouveau, ça, que les Béninois puissent vivre cette expérience-là. Donc, on va l'expérimenter pour voir. On va l'expérimenter pour voir. Parce que, si vous suivez le professeur Kolo, il dit, la trêve n'empêche pas la critique. C'est ce qu'il a dit. Il dit, la trêve n'empêche pas la critique. Maintenant, quand vous critiquez, il faut proposer des solutions. Moi, je voudrais juste rappeler que quand on est au pouvoir, celui qui propose des solutions, celui qui impose des solutions, c'est celui qui a le pouvoir. Et qu'en réalité, souvent, celui qui est dans l'opposition, la proposition, la contre-proposition n'est pas systématique. Ça peut arriver. Le gouvernement peut dire, nous, on veut tasser tel produit à 50 francs en ce qui concerne la fiscalité. Et l'opposition peut dire, non, nous, on pense que c'est 40 francs. Et donc, souvent, la querelle, c'est de dire, le gouvernement dit, si vous disiez, nous disons 50%, et vous mettez 30%, le gap, comment vous allez financer ça? C'est là les querelles, les vraies querelles, lorsque les gens discutent des programmes. C'est peut-être ce qui va arriver. Lorsque le gouvernement va proposer des solutions, et qu'une opposition dira non, nous, on pense qu'on ne peut pas faire ça. Il faut plutôt faire ceci. Je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler quand on dit, pendant la trêve, le professeur Oulor a dit, vous allez critiquer, mais vous allez faire des propositions. D'accord? Mais parfois, je voudrais dire, le professeur sait très bien que c'est la critique qui prend le pas sur la proposition. C'est de la nature de l'homme de commencer par trouver les failles dans ce que son prochain veut, commencer par faire tout de suite. C'est cela aussi. Donc, vous n'avez pas encore senti les signes, c'est ça? Bon, donc voilà. Donc, aujourd'hui, les signes sont là, mais s'imposent. Je vous ai dit, la période l'impose. La période l'impose, puisque le nouveau président n'a pas encore pris
et le pouvoir. Il n'a pas encore posé les premiers pas. Il n'a pas, vous allez sur les gens de les LD, les gens tu dis, nous allons voir ce qu'il va proposer et c'est à partir de là que nous allons nous déterminer si ce qu'il propose. Aujourd'hui, c'est vrai que qu'on a vu aussi d'inédit dans cette élection, c'est que toute la classe béninoise, toute la classe politique béninoise s'est alignée presque, s'est alignée derrière ils sont pas loin, quoi. Ils sont colistiers, donc voilà. Donc, à partir de ce moment, toute la classe politique s'est liée à lui parce que la classe politique a accepté son projet. La classe politique a accepté son projet de société. Lorsque la classe a accepté le projet de société, il reste maintenant que ça soit traduit en actes. Le président de la République, le nouveau, je voudrais dire, M. Romain Waranyi, va essayer de traduire en actes tout ce qu'il avait dit. Et en ce moment, parfois, naissent des divergences. Vous préparez telle solution, mais nous, on aurait voulu que ça soit telle. Et peut-être le débat politique se mènera aussi autour de ça, de ça pendant la traite politique. Donc, du coup, moi, je ne vois pas une traite politique sans critique de l'action politique. C'est nécessaire, c'est indispensable. Maintenant, quand vous critiquez, le professeur Rollo va vous ajouter qu'il faut faire des propositions. Donc, voilà. Quelles pourraient être, selon vous, les implications de cette trêve politique sur la cohésion sociale, le climat national, voilà, et la vie des communautés? Il faut, au fait, dans notre pays, il n'y a pas de clivage social. Il n'y a souvent pas eu ça. Nous sommes toujours sentis unis. Nous sommes toujours sentis ensemble. Nous prions. Nos aînés l'ont fait. Nous essayons de le faire. Et nous prions aussi pour que ceux qui nous savent, nous suivent. La génération qui va suivre puisse le faire. D'ailleurs, c'est une génération d'Internet, c'est une génération d'intelligence artificielle. Et là, ça ne crée pas de clivage. D'accord? Donc, par rapport à la crise sociale, les problèmes qui vont se poser peut-être sont des problèmes qui unissent. Ça dit que lorsque la vie est chère à Cotonou, elle est chère aussi à Parakou, elle est chère à Djougou, elle est chère partout. Donc ça nous unit ensemble. C'est un problème qui nous concerne tous. Mais c'est pas que la vie est moins chère à Cotonou et c'est plus cher à Parakou. Là, on dit qu'il y a le gouvernement, et c'est même le gouvernement qui joue à ça, pour que ça n'arrive pas là, et que nous soyons plus mangés à la même sauce dans la République, que nous soyons tous solidaires dans la République. C'est le gouvernement qui jouait à cela. Et moi, je fais confiance que le gouvernement qui vient va jouer à cela. Vous savez, Robert Warren disait que la prospérité doit aller dans la poche de chaque Béninois. C'est important, c'est important. Et je suis encore content lorsque c'est un économiste qui le dit. Parce que lorsque vous êtes en matière de construction, de reconstruction économique, le côté social est souvent ne suit pas. Et donc, nous avons poussé. Les sacrifices ont permis d'arriver aujourd'hui à près de 8% de croissance économique. Il va falloir que, lorsque le prochain président vient, on puisse faire une descente pour permettre à ceux qui font en sorte que le Béninois lambda puisse se sentir dans sa poche que le Bénin a atteint 7 à 8% de développement économique. C'est ça qui est très important. Ça, on n'a pas pu le faire. Rappelez-vous, lorsque le président Talon avait son second mandat, il dit le rehaussement social. Et je disais en même temps, je répliquais sur des plateaux pour dire le président Talon, c'est quelqu'un de reconstruction économique. Il est en train de faire une reconstruction économique de notre pays. Le social, il va essayer de le faire, mais ça va être difficile pour lui. Mais aujourd'hui qu'on a atteint ce niveau de croissance économique, on peut aussi penser. Et vous allez voir que le président Robert Wadanya a parlé de l'inclusion fiscale par exemple, l'inclusion financière, c'est dans son programme, c'est de faire en sorte que le microcrédit soit encore beaucoup plus accessible. Et il le disait en parlant de l'intelligence artificielle pour dire aujourd'hui, si on considère que lorsque vous prenez votre téléphone et que ça regarde, ça donne votre identité en même temps, que ça devrait permettre de faciliter l'accès au crédit au niveau de nos parents, au niveau de nos mères, au niveau de nos agriculteurs, au niveau de nos pêcheurs. Lorsque c'est comme ça, nous allons peut-être à ce moment-là même, sentir que la prospérité est atteinte chaque Béninois, ou bien a atteint la majorité des Béninois. C'est notre chose là. Donc, voilà l'implication pour moi de ce qui va être
le nouveau truc La trêve là, politique. voilà, par rapport au nouveau président de la République, parce Hmm. qu'il a dit, il a insisté. Et moi, je disais aux gens que ces phrases-là, lorsque c'est un financier, celui qui a tenu nos bourses pendant 10 ans, que c'est lui qui est en train de le dire, moi, je veux croire qu'il va effectivement mettre ça en pratique. D'accord. Selon vous, quel rôle les partis politiques devraient-ils jouer durant cette période de trêve afin de préserver la stabilité et le dialogue national? Je pense qu'il faut que les partis politiques soient des partis de proposition. Hmm. De proposition. Ça Pas va une- être nécessaire. Vous allez vous faire distinguer à travers vos propositions désormais. Hmm. C'est-à-dire que d'abord, le régime qui vient, je ne sais pas comment ça va se composer, le gouvernement qui vient, mais les partis politiques veulent avoir leur mot à dire. Je ne dis rien d'extraordinaire. Rappelez-vous que lorsqu'on voulait mettre les ministres conseillers, le président de la République, le président Patrick Talon, disait que les partis n'étaient pas très bien impliqués dans l'action du gouvernement et que par conséquent, il fallait créer le poste de ministre conseiller pour permettre aux partis politiques d'être ceux qui vont nommer directement ces ministres conseillers-là et pourront avoir de comptes à leur rendre. Je pense que pour le régime à venir, les partis politiques aussi se préparent pour nécessairement être des partis de proposition d'idées, proposer à leurs ministres qui les fait cela, par exemple, proposer aux ministres qui les représentent au niveau du gouvernement, si c'était ça, si c'est de cette manière que le président Ouaddaï Romeo Oula veut constituer son gouvernement, et donc on saura que bon, tel ministre est venu de BR, tel ministre est venu de UPR, tel ministre est venu de Boal Bénin, et pourquoi pas tel ministre est venu des gens de l'opposition qui l'ont rejoint en temps et qui se sont ralliés à lui. Je ne sais pas si c'est de cette manière qu'il veut faire, mais ce ne serait pas mauvais et extraordinaire non plus. Dans les grands pays, vous savez, enfin, vous savez si tel ministre est venu des Républicains, tel ministre est venu de la gauche, tel ministre est venu du centre. On le sent, on le sait, c'est pas extraordinaire, mais ça n'empêche pas le gouvernement de travailler en harmonie. Donc, je ne sais pas quelle option de gestion le nouveau président va prendre, mais son maître, je voudrais dire le président Talon, lui, il a travaillé avec des techniciens et il les a gardés jusqu'au bout. Ça aussi, c'est un mérite. D'accord. Alors, une question bonus ou deux questions bonus à présent. On va sortir un peu du cadre politique et vous êtes également chef de la cellule de communication et de la coopération au Centre national de sécurité routière CNSR. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le niveau de respect des règles de sécurité routière au Bénin? Ah oui, pour qu'on en arrive, pour qu'on atteigne le niveau acceptable au niveau des Nations Unies, il faut dire que nous sommes très loin. Nous sommes très loin en matière de respect des règles de la circulation. Le respect des règles de la circulation, ça va devenir encore plus expressif que lorsque l'Assemblée va voter la loi sur la circulation routière, qui est le code de la route. Le code de la route d'ailleurs, ils sont en train de travailler, ils nous ont demandé même la semaine dernière, et on est vendredi là, de la semaine, ils ont demandé des éléments que nous devons fournir. Donc quand ça là va venir, Hmm. ce serait un code qui tienne compte de nos réalités, qui tienne compte de nos réalités. Et à partir de ce moment, ce serait encore plus sévère la répression sur la route. Les choses qui ne sont que verbalisées aujourd'hui deviendront des délits demain dans certains partis. Si vous avez par exemple, vous faites accident, on vous fait une toxicologie et on voit que vous êtes à un niveau de plus de 8 grammes pour cent, 0,8 grammes par litre de sang. Et là, nous, on a considéré que vous avez décidé à tuer. Et là, ça devient un délit. Donc, ce n'est pas, on va vous verbaliser, mais non, ce n'est plus ça. Vous allez passer devant le juge et le juge devra vous donner des peines privatives de liberté. Donc, vous voyez, donc, au Bénin, il y a, vous savez, je reviens juste de Abuja hier, je vous ai dit, il y a des choses qui ont avancé chez nous. Les Nigériens nous disent, mais comment vous avez fait pour le port de casque? Nous, on veut apprendre ça chez vous. Vous avez sérieusement réussi ça. Et je disais aux collègues du Nigeria, je disais, la sécurité routière, comme vous le savez, c'est une culture. On va avoir une culture de la chose là. Et nous avons eu un régime. Nous avons eu un régime. Je ne dis pas que du temps du domaine que le port de casse a commencé pendant les 10 ans du président Talon, non. Le port du casse, on a obligé les gens à porter le casque depuis, mais le président Talon nous a donné les moyens
d'accentuer et de faire respecter encore à un haut niveau le port de cadre dans notre pays. Et ce n'est pas seulement le Nigeria, d'autres pays nous l'envient. Mais ce que nous voulons en sécurité routière, c'est de faire en sorte que plus personne ne sort de chez lui sans prendre son casque. C'est pas possible. Même si des pays nous envient ça déjà, et ils veulent sérieusement, les Nigériens veulent sérieusement qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse leur donner les moyens de pouvoir réussir la chose comme nous avons pu réussir ça dans notre pays. Et vous et moi, on le sait d'ailleurs que c'est beaucoup plus réussi à Cotonou et à Porto-Novo et que quand on sort des grandes villes, ce qu'on voit n'est pas réalisant du tout. Mais c'est déjà ça que nous essayons de faire respecter certaines choses. Je le dis souvent aux jeunes, et je regarde votre taille, je vous regarde dans les yeux, et je trouve que vous êtes jeune. Je dis souvent aux jeunes, je vais faire le zéoué. Je vais montrer que j'ai une force qui maîtrise plus le volant que quelqu'un d'autre. Ça ne conduit pas toujours à bon port. Et lorsque vous êtes à la maison, vous apprenez que votre enfant de 25 ans a fait accident et qu'il est mort. C'est une perte pour les parents. Donc, ce que nous disons, c'est le bon sens. C'est une question de comportement. Et donc, ce serait bien que si vous me demandez d'apprécier le niveau du respect des règles de la circulation routière dans notre pays, ce que je voudrais dire, je voudrais appeler les gens à un sursaut national pour qu'ils respectent encore plus. Alors, ces derniers mois, plusieurs accidents impliquant des gros porteurs ont été enregistrés sur nos axes routiers du pays. Quelles dispositions le CNSR a-t-il prises afin de les prévenir? Bon, il y a deux choses. Au fait, le CNSR, et ça le président de la République ne nous ménage pas là-dessus, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules. D'accord? Le véhicule, c'est en ce moment qu'il se présente au Centre national de sécurité routière. Mais lorsqu'il sort de là, nous ne le voyons plus. Nous ne regardons plus. Ça devient la responsabilité de la police, qui est sur la route tous les jours, et qui les voit, et qui peut les arrêter à tout moment. Ce que nous avons essayé de faire au Centre national de sécurité routière, sur instruction de notre ministre José Tonator, et pas même, vous savez, je dis souvent, c'est quelque chose, je pense qu'ils ont même une réunion encore aujourd'hui. Il y a une structure qui s'occupe de la sécurité routière de toute la route dans notre pays, c'est ce qu'on appelle Sécurroute. Et vous savez, cet organe-là est présidé par le président de la République lui-même. C'est lui-même qui vient en réunion pour ces jours-là parce que c'est préoccupant pour lui. Et je pense que ces derniers temps, si je ne trahis pas le secret des choses-là, mon directeur est sorti d'une réunion et il nous disait que le ministre de l'Intérieur n'est pas content parce qu'il estime qu'il y a encore des véhicules qui roulent sur nos routes. Ils roulent sur nos routes et qu'il donne des instructions claires au niveau du Centre national de sécurité routière et au niveau de la police pour que nous puissions, ces gros porteurs que vous voyez, et bon là, qui en réalité, vous savez, vous arrivez à un carrefour et vous voyez que la tête est partie, la remorque est restée là. Ça, c'est extraordinaire. Et vous dites comment ils ont fait, comment ils ont fait. Ou bien vous arrivez à un carrefour où le conteneur est renflayé sur la route. C'est les accidents qu'on voit pour les gros porteurs, ça. Et je pense que pour ça aussi, on travaille sérieusement avec le port pour que les gens puissent faire un chargement sécurisé de leurs marchandises. Cela, il va aussi de l'intérêt des opérateurs économiques que ceux qu'ils ont chargés puissent aller directement au port sans être tombés dans de l'eau, ou bien puissent aller directement au niveau des frontières sans être tombés dans de l'eau. Donc, cette question de gros porteurs, je pense que le chef de l'État a insisté aujourd'hui. Quand vous arrivez au CNSR, vous allez voir plusieurs camions alignés. Oui, il a insisté pour que tous ces camions-là arrivent au niveau de contrôle technique automobile. Ce que nous disons, nous on les contrôle sur l'état de comment ils sont venus. Quand ils sont partis, comment ils sont sur la route, nous on ne voit plus. Mais avec la police, on est en train de chercher les voies et moyens. Et puis il faut savoir que les camions qui circulent sur nos routes ne sont pas tous des camions béninois. Il y a des camions du Nigeria, il y a des camions du Niger, il y a des camions du Mali, il y a des camions d'un peu partout. Mais ce qui est sûr, c'est que les règles sont identiques presque partout. Et si quelqu'un quitte un pays et qui rentre dans notre pays, ne respecte pas les règles et risque d'être un danger public, c'est de la responsabilité de la police de l'arrêter et d'immobiliser parfois même le véhicule. Et quand on immobilise, c'est beaucoup de pertes. Vous savez, vos collègues, vos confrères m'ont bousculé un peu avant ma mission sur le Nigeria sur le camion qui a brûlé sur l'échangeur de Godomé. Et on veut savoir...
De toute façon, la difficulté que nous avons eue, que la police a eu, c'est que le chauffeur a fui. Et donc, on ne peut pas lui poser des questions sur les circonstances de l'accident. On n'a fait que constituer. Et je félicite les sapeurs-pompiers pour cette affaire. Mais lorsqu'on regarde les vidéos qui ont circulé... Voilà, donc voilà, c'est à peu près ça. Mais qu'est-ce qui, lorsque vous êtes un conducteur, même de camion, vous voyez le pont devant, vous connaissez quelle est la hauteur de votre camion, vous pouvez savoir si ça peut passer ou pas. On n'essaye pas, on ne force pas, c'est pas possible. Donc vous devez, si vous arrivez à ce niveau-là que vous voyez que votre chargement, c'est sûr que c'est hors gabarit, et du coup, donc arrêtez-vous et cherchez une autre solution, ou bien allez passer par une autre voie. Mais donc, ça c'est le problème des camions, mais qu'on retienne en même temps que les camions, c'est des instruments de travail pour la vie économique de notre pays. Et donc, nous essayons le pour et le contre pour faire en sorte que il y ait plus de... La sécurité, c'est l'élément numéro un. C'est l'élément numéro un. Et puis après vient le reste. Donc, pourquoi pas. Nous essayons de travailler en sorte avec la police pour que nous puissions avoir le maximum de sécurité sur nos routes, surtout que maintenant, nous avons de plus en plus des routes au gabarit, des routes bien conformes et tout. On verra, on essaye de travailler pour, mais le risque zéro en accidentologie n'existe pas. N'existe pas en accidentologie, mais lorsque les gens essayent de respecter, comme dans d'autres pays, il y a des pays qui ont de la culture de la sécurité routière. Et ça, vous voyez que c'est ça, ils ont de la culture de la sécurité routière. Et ça, c'est les pays nordiques en Europe. Le Danemark, la Hollande et tout ça, ceux-là sont des pays de la culture de la sécurité routière et dont les accidents graves, c'est rare. Vous savez, au moment où le camion brûlait à Godomera, dans la même semaine, un camion transportant 42 élèves a pris feu en France. Et a brûlé avec la technologie et tout, avec l'équipement et tout, le camion a brûlé entièrement. Heureusement, le chauffeur, quand on l'a signalé puisque c'est avec le gasoil qui était versé sur la route, quand on lui a signalé, il a cassé les portières de bus et a permis aux élèves de s'échapper avant que ça n'arrive. Mais ça aussi, non, je rappelle juste ça pour dire, bon, voilà quoi, c'est relatif. La question de sécurité, ça peut arriver ici, ça peut arriver là-bas aussi. Et donc, dans la même semaine, ça a brûlé entièrement chez nous, ce camion, mais ça a brûlé aussi entièrement en France, ce bus qui circulait. Alors, sur la question des surcharges, qu'est-ce que le CNSR fait aujourd'hui pour réellement régler ce problème? Dès que vous parlez déjà de surcharge, vous parlez de quelque chose qui est interdit. Vous parlez d'un comportement qui est interdit en matière de circulation. Le surcharge. Oui. Deux choses. Quand vous êtes en surcharge, vous allez être verbalisé lorsque, vous ne constituez pas encore un danger public. Mais lorsque vous êtes en surcharge de manière à constituer un danger public, la police a la responsabilité d'arraisonner votre véhicule et de vous empêcher d'aller là où vous allez, et parfois même de dire que vous garez le véhicule là pour qu'un autre camion vienne décharger une partie de votre chargement avant que le véhicule ne puisse bouger. Donc parfois moi je vois des véhicules qui ne sont pas du Bénin et qui ont des chargements terribles et qui ont traversé tout le pays jusqu'à arriver au Bénin. Donc c'est une question communautaire. C'est pas traité par le Bénin seul, c'est dans la communauté que ça se traite et les règles doivent être respectées un peu partout. On a l'impression que la répression n'est pas ce que ça doit être sur nos axes routiers. Parce que c'est pas encore tombé sur vous? Non, c'est une question que je pose. Donc du coup, la police est là et la police réprime toujours, la police réprime tous les jours. Donc non. Et vous savez, pendant qu'il n'est pas arrêté, le voleur évolue. D'accord? Il fait bien manger sa femme et tout. Le jour où il est arrêté, c'est fini. Vous comprenez? Donc, entre la police et les choses, c'est comme entre le voleur et le gendarme, quoi. Donc, le jour où il est arrêté, il est arrêté. Et donc, on ne peut pas mettre de gendarme derrière chaque citoyen, chaque conducteur non plus. C'est pas possible. Mais partout, il passe et que la police voit qu'il constitue un danger pour la République, la police fait ce qu'elle doit faire. Merci beaucoup. Alors, quel est votre mot de conclusion à l'endroit de nos amis téléspectateurs? Non, je voudrais dire que je voudrais souhaiter aux téléspectateurs que nous puissions avoir une bonne cérémonie de passation de charge le 24, parce que
Parfois, on a hésité, parfois, on a douté, mais le président Talon était droit dans ses bottes. Il savait que lui savait qu'il partait. Et donc, il a fait. Il a fait finalement. Vous savez, même dans cette période-là, il y en a encore qui, les sceptiques qui vous dire, oh, est-ce qu'il est déjà parti? Avec tout ce qu'il a fait. Avec toute la preuve qu'il a donnée. Et donc, je souhaite vivement que les Béninois puissent voir le 24 pour savoir que le président Talon, c'est quelqu'un qui tient la parole. Quand il dit, il va le faire, il le fait. Et ça soit une belle fête pour tout le monde. Et que ça soit de nouvelles perspectives pour la République, pour que nous puissions vraiment bien vivre dans notre pays. Amis internautes, ce sera tout pour cette émission de Prime Politique. Merci de nous avoir suivis.